Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG. T'es une de tes abonnés qui t'écoute depuis le Gabon. J'étais dans une structure de la place. On partageait un bureau à 3. Donc il y avait... je ressentais comme une odeur bizarre, genre une odeur de mort. Donc toute la journée, je n'ai fait que dire ça à mes collègues, il y a une odeur de mort, une odeur de mort. On me dit, comment toi tu peux ressentir les odeurs de mort et tout. J'ai dit, non, il y a une odeur de mort. Maintenant vers 15h, il y a un ami qui est venu me chercher avec son taxi. Et toujours est-il que dans le taxi, je disais, non, il y a une odeur de mort, il y a une odeur de mort, il y a une odeur de mort. Donc lorsqu'il m'a déposé, il a continué à faire son taxi, à tourner dans la ville et tout. Donc quand il est parti, peut-être 45 minutes après que je sois descendu du taxi, il a pris d'autres clients. Et vers l'aéroport, le gars a tamponné quelqu'un et la personne est morte sur le champ. Il avait les clients à l'intérieur. Il dit même que la cliente qui était derrière lui, il ne sait pas comment la cliente a fait pour disparaître. Mais le monsieur qui est mort, on a juste retrouvé les papiers de tiercé sur lui. Il n'avait aucune pièce d'identité. Donc on a pris mon ami là, on l'a mis en cellule. Donc, quand on l'a mis en cellule, c'était pour attendre qu'il y ait réclamation, le corps, machin. Et puis c'était aussi pour sa propre sécurité. Donc moi, pendant que je suis là à la maison, je parle de lui et je parle de l'odeur de la mort à mon ami. C'est comme ça, après je demande à mon ami, après l'ami qui m'a déposé là, parce que c'est son ami à lui. Donc il me dit, oh mais il est en cellule. Je dis, comment il est en cellule? Il est en cellule depuis hier et tout, machin. Je fais à manger, je vais rendre visite à mon ami en cellule. C'est mon ami maintenant qui me raconte l'histoire que, mais quand je t'ai déposé là, avec ton histoire de ça sent la mort, ça sent la mort, j'ai tamponné quelqu'un. Et même il y a une cliente qui a disparu du taxi, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais elle a disparu du taxi. Et le monsieur n'avait pas de papier sur lui. Et donc pardon, il n'avait pas de papier sur lui. Et on n'a donc pas trouvé l'identité du monsieur. Le monsieur est sorti, mon ami est sorti de cellule parce qu'il n'y a pas eu réclamation, il n'y a pas eu de quoi, rien du tout. On a enterré le monsieur dans une fosse commune parce qu'il n'avait pas de papier. C'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la team, bonsoir la communauté. Partagez, likez et publiez pour faire évoluer la communauté. Je reviens avec une histoire qui s'est passée. Donc l'histoire n'a même pas encore un mois. Je suis ici, je vis avec mon beau-frère, mon petit beau-frère, ma belle-mère et mon mari.
Voilà donc comment les vacances, quand les enfants sont allés en congé. L'histoire ne fait pas encore 2 semaines. Avant, mon beau-frère avait d'abord eu des problèmes ici en Guinée avec les forces de l'ordre. Donc, il a été enfermé pour une histoire de calling. Les Camerounais vont comprendre ce qu'on appelle calling. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais vraiment pas. Vous allez m'excuser. Bon, pour ça, les gens qui ont fait ça, ils ont touché l'office du PMM de la Guinée. C'est lui-même qu'on a escroqué. Donc bon, ce sont les arnaqueurs quoi, mais d'une autre façon. Ils ont touché l'office du PMM. Paraît que ils ont touché si c'est quelque chose comme 15 millions. Voilà donc pour attraper maîtrement ces gens-là. Ils ont fait le genre que si ils ont pris ton numéro, on donne à tracer un numéro, voir comment le numéro là a fait les transferts, jusqu'à on a arrêté un boutiquier ici. Le boutiquier a dit non, lui il ne connaît pas. Il connaît que mon beau-frère, c'est lui qui venait souvent prendre l'argent, il partait donner au gars qui lui faisait ça, qui lui envoyait le transfert à qui aussi. Comme ça qu'on attrape le boutiquier et mon beau-frère, on va les enfermer. Quand on va les enfermer, le problème commence. On dit que non, comme c'est comme ça, on cherche même encore les auteurs, même les gens même qui ont fait ça. Il faut qu'on mette main sur eux. Mais mon beau-frère et le boutiquier, donc il faut d'abord rester en garde à vue. Bon, on a arrêté beaucoup d'écoles boxeurs ici, là, donc les gens qui font le transfert en route, là, on les a arrêtés beaucoup ici, parce que le transfert ici, c'est un peu compliqué. C'est pas comme chez nous au Cameroun. Ici, là, c'est un peu compliqué. Donc, on a arrêté beaucoup de gens ici, on les a enfermés. Voilà là où mon histoire commence. Le temps là, ma belle-mère, dans le temps là, on a enfermé mon beau-frère, pardon. On a enfermé mon beau-frère. Bon, c'est pas tellement mon beau-frère direct, c'est le cousin à mon mari qu'on a enfermé. Maintenant, on demandait à qui donne 500 000. Comme ça, donc, sa maman peut avoir un marabout là-bas au Cameroun. Quand sa maman peut avoir un marabout, le marabout fait le remède. Le marabout dit que non, il va faire le remède du genre qu'on ne lui voit plus. Et qu'on oublie même le problème. Marabout a fait le remède, on a mis le remède dans la pâte d'arachide. Donc, quand on parle de la nourriture, on doit charger la pâte là dans le pain pour aller lui donner la nourriture. Voilà, donc quand les enfants sont venus en congé, donc on a fait ça une semaine, un bon jour comme ça. On est venu regarder les cellules, on lui dit, mais toi tu fais quoi ici? Viens sortir. Vous venez seulement pour remplir les cellules. Faites que ça, allez, viens sortir. Comme ça qu'on lui fait sortir, il est venu à la maison. Voilà, donc, nous on est laissé là, la pâte d'arachide est restée avec le remède. C'est donc resté là. On ne sait pas si on devait jeter ou si on devait faire comment. Mais normalement, soit on devait garder ça long. Voilà, les enfants qui viennent donc en congé, moi aussi au travail, ma belle-mère au travail. Les enfants veulent préparer, ils voient la pâte d'arachide, ils finissent de préparer. Même ils se rendent compte d'abord que la sauce est d'abord sucrée. Finissent de préparer. Quand on rentre, on commence à manger. Là où ils te posent la question que mais la sauce est sucrée, c'est là où ma fille me dit, ma petite soeur me dit que mais la pâte même qui est là-bas ici à la maison, on parle d'abord sucrée. Je dis merde. Tu avais préparé la pâte, elle me dit oui, mais la pâte là a le remède. Normalement, on ne doit pas préparer. C'est d'abord qu'on demande à la personne qui a fait le remède si c'était possible de préparer ça. Une semaine plus tard, voilà la police qui débarque encore à la maison. On a encore venu arrêter mon beau-frère. Pour le moment, il a encore enfermé. On dit qu'il a fait comment? On pose la question qu'il a fait comment pour sortir. Qu'on pas demander au type qui a fait le remède. Le type dit que
Parce que le type qui a fait le mail, lui, il est au Cameroun, à Yaoundé. Le type dit qu'il avait bien précisé qu'il doit être le seul à manger ça. Maintenant, quand tout le monde a mangé, on a découvert le remède. Donc, à un moment où je vous parlais là, mon beau-frère est encore enfermé. On ne connaît pas comment ça va se passer. Lui dit qu'il ne peut plus faire le même remède parce qu'il ne peut plus doubler un même remède sur quelqu'un. C'est pour ça que je voulais vous dire que c'est Dieu seul qui a la clé. C'est Dieu seul. Parce que si c'était Dieu, pour Dieu n'a pas de retour. Non, tu vas encore gérer le retour. Dieu donne, si c'était Dieu, il sait qu'il a donné la liberté pour tout. Oh, voilà. Pour moi, c'est une histoire mystique qui se passe encore. On ne connaît pas encore comment ça va finir. Merci, bonsoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. En fait, ça, c'est mon histoire. Je vais vous dire seulement mon surnom. Je ne sais pas donner tout mon nom. Je n'ai pas encore reconnu, quoi. Je sais que je ne suis pas au Cameroun. Je suis hors du Cameroun, mais c'est dans l'Afrique. Je ne dirais pas où je suis, mais c'est dans l'Afrique. Mon histoire est la suivante. Elle serait un peu longue, hein. Mon histoire est la suivante. Comme moi, ma mère, elle vendait au marché, elle dirigeait le marché. Oui. J'appellerai ma mère M. Et ma mère, Madame M, elle dirigeait le marché. Et moi, de temps en temps, j'allais les deux au marché, non? J'allais deux au marché à faire certains petits trucs et tout ça là. Bon, tout à coup, sa copine, ma copine a une connaissance comme ça là. Puis cette femme ne connaissait vraiment pas cette femme là. Une connaissance comme ça aussi. Me demande, elle demande à ma mère, c'est ton fils? Elle dit, ma mère me dit oui, c'est mon fils. Elle dit à ma mère que non, il est courageux. Hein. Ma mère dit que. Elle me demande que bon, toi tu habites où? Tu habites ta maman? Elle dit non. Tu loues? Elle dit oui. Elle dit tu loues pourquoi? J'ai une grande maison là-bas, il faut venir habiter. Elle dit que ah, comme c'est dans l'Ondio là, moi je vais l'habiter. Moi je parti seulement une fois là-bas. Elle dit que je peux venir là-bas quand elle me dit que je viens quand je veux. Donc ok. Moi je peux pas perdre le temps, hein. C'est nous on aime l'Ondio non. Bah, le lendemain, j'ai porté toutes mes choses. Je louais une chambre. J'ai porté toutes mes choses. Je me suis rendu chez elle. En même temps, dès que j'arrive, la voiture décharge mes trucs. Elle prend mes trucs, elle met dans sa chambre. Moi d'abord, pour vous rappeler que quand je suis arrivé au quartier, bizarrement tout le monde du quartier me regardait. Hein. On se jetait seulement dans la bouche que mais tu sais, moi je comprenais pas ça. Ma tête était en l'air, je comprenais pas ça. Oui. Elle prend mes choses, comme je disais, elle prend mes choses, elle commence à mettre dans sa chambre. Elle me dit que mais comment tu mets mes choses dans ta chambre? Moi je vais, il y a une chambre d'amis, non? Elle me dit oui, je peux habiter dans la chambre d'amis. Elle dit ok, comme je veux. Comme je veux. Pardon. Je prends mes trucs, je les mets dans la chambre d'amis. Elle me regarde, non? Là, elle ne m'aide plus, hein. Elle me regarde faire maintenant. Maintenant, on reste dans la maison, elle prépare, je mange bien. Elle prépare, je mange. Je tenais à vous dire que je suis un homme éveillé. Oui, je suis un homme éveillé. Malgré que mon troisième œil n'est pas encore ouvert, mais je suis trop éveillé. Elle ne passe devant moi inaperçue. Oui. Elle prépare, elle me sert, je mange. Elle voit ma copine me rend visite. Quand je suis dans la copine, quand je suis dans la chambre avec ma copine, elle ne guette pas la porte, elle écoute tout ce qu'on fait, elle ne dit rien. Un jour, elle m'a servi, je me rappelle, hein, c'est du poisson. Du poisson. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a mis dans le poisson, mais en passant, tout le quartier parlait. Hein. Le quartier m'a averti que gars, tu habites chez une sorcière, fais attention. Elle a même les maisons à louer. Elle a tout un gang, mais la façon que le gang là, la façon que dans le camp là, tout le monde a peur d'elle. Donc on lui tenait seulement à distance, moi je ne comprenais rien. Elle m'en foutait. Le jour là, elle m'a servi le poisson, moi j'ai mangé, moi. Ma tête était là, je ne pensais pas à d'autres choses. Par contre, dans ce poisson, c'était pas comme je voyais. C'était un poisson compliqué. Elle m'a mis plutôt la sorcellerie dans le poisson sans que je me rende compte. Moi aussi, je mange, non, je suis là, je suis naïf, je mange. Oui, je mange. 2-3 jours plus tard, je sens le mal de ventre. Je dis que merde.
Moi, j'ai pas encore eu mal au ventre de cette façon-là. Je sens mal au ventre, je demande que mais c'est comment? Mais que non, ça va aller. Premier jour, j'ai supporté. Deuxième jour, j'ai supporté. Et quand il y avait mal au ventre, j'étais dans la chambre, donc la chambre devenait bizarre, non? Ça devenait comme, je ne sais pas comment il veut dire, bizarre. Tout est bizarre dans la chambre, tout devenait bizarre auprès de moi. Je ne comprenais toujours rien. Maintenant, il dit à la femme en question que man, je me sens pas bien. Moi, il va à l'hôpital. La femme me bloque la porte. Elle me bloque carrément la porte. Et que mais, elle me bloque la porte pourquoi? Et j'étais vraiment affaibli. Donc, j'étais vraiment affaibli à un niveau pas possible. Et c'est pas quelle force qui m'a pris. Je l'ai poussé. Je suis sorti de la maison. Quand je sors de la maison, je me sens libéré, genre. Là, je ne comprenais rien. J'ai commencé à marcher petit à petit. Et là, je m'en vais à l'hôpital. J'avais un peu d'argent sur moi. Je m'en vais à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital d'urgence, à l'urgence. Elle m'a suivi derrière. Elle m'a suivi, elle croit que je vais mourir en route, je ne sais pas. Elle m'a suivi derrière. Dès que je suis arrivé à l'hôpital, dès qu'elle venait me voir à l'hôpital, elle me dit que j'arrive. Dès qu'elle arrive, elle est sortie, elle est partie. Le docteur vient me voir, il me dit qu'est-ce que tu as dit, je ne sais pas, le ventre. Et puis il m'examine, non. J'avais un peu d'argent sur moi, mais ça ne suffisait pas. Il me dit que bon, toi tu n'as pas d'argent, je vais te soigner comment? J'avais un bon téléphone, j'ai donné au docteur au direct, le bon téléphone qu'avec le docteur. Fais tout pour me sauver, voilà un téléphone. Si tu fais tout pour me sauver, tu peux prendre au téléphone, tu comprends son argent. Il a dit ok. Il a essayé, il vient me dire que malgré tout ce qu'il fait, il ne voit rien. Il commence ça, il me dit qu'il ne voit rien. Que c'est mieux, il cherche ailleurs. Il me remet mon téléphone. Je suis dépassé, non, que mais il ne voit rien, mais qu'il ne voit rien. Avec toute la douleur là, je porte mes pieds encore. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Pour rappeler que Dieu lui m'a tué protégé même. À ce temps-là, je ne croyais pas en Dieu. Hein. Moi, j'étais seulement comme ça, aller en l'air au désordre. J'arrive au marché. Ma mère, elle est en haut. Moi, je peux arriver dans son hangar. Il fallait que je monte. Je suis en bas. Je trouve un petit frère qui a fait du bien, mais que mes grands, qu'est-ce qui ne va pas? Un petit frère, mon grand, qui me dit est grand. Ouais, il faut qu'on trouve une clinique. On a trouvé une clinique, un petit club privé. Je me suis installé là-bas, il a payé les premiers frais. Oui. Pardon. Il a payé les premiers frais. Il était à l'hôpital là-bas. On a commencé, on m'injecte, ça ne change rien. On fait tout, rien. On fait tout, rien. J'ai 2 minutes, il faut mon grand frère qu'on appelle mon grand frère. Mon grand frère est venu. J'ai dit à mon grand frère qu'il ne dit ça, il ne dit pas mon maman. Il est venu, il a aussi commencé à payer les soins là. Il paye les soins, il paye les soins. Il paye les soins. Mais ça ne va toujours pas. La femme qui avait la clinique là, comme elle passait la nuit là-bas, à suivre les malades et son matériel, elle me dit que dans la nuit, je me levais souvent comme un robot. Je commençais à m'aller dans la chambre comme un robot. Tac, tac, tac. Elle ne comprend rien. Aujourd'hui, je fais l'essai rouge. Demain, je fais l'essai jaune. Après demain, donc, elle me dit que mes essais ont changé toutes les couleurs. Elle ne comprenait rien. Elle-même a vu que c'est mauvais, non? Elle m'a demandé le numéro de téléphone de ma mère. J'ai appelé maman. Elle a dû donner l'appel à maman. Maman est venue. Maman m'a regardé. Elle m'a regardé. Elle a dit qu'elle a essayé. Gypsy même. C'est parce que toi tu vas mourir. Ce que toi tu fais ici là. Je ne vois pas ce que tu fais ici là. Ma mère m'a remarqué. Ma mère là, j'ai même remarqué que tac. Elle a dit qu'on part. Et ma mère, je suis une de mes tantes qui est sa grande soeur. Elle fait soin avec les herbes et tout ça là. Nous sommes arrivés là-bas. Elle me dit à ma mère que cet enfant c'est en train de partir. On l'a empoisonné. Son poison n'est pas comme tous les autres poisons. Lui, il est en train de partir. Si tu t'amuses, lui va partir. Oui. Ma mère aussi, elle a pris ça comme ça. Elle m'a ramené à la maison. Elle veut voyager. Son cœur dit qu'elle ne voyage pas. Elle veut voyager. Elle a fait toutes les affaires. Elle est même sortie de la maison pour partir. C'est parce qu'il a pris. Elle est revenue. Mais non, je ne vais pas laisser le type ici. Je suis à la maison, le ventre. Donc c'est comme si on est en train de couper les intestins dans mon ventre. Le ventre chauffe, le ventre chauffe. Le ventre chauffe, veut dire que ouais, ça fait bien.
Je pleure. Les voisins de ma mère, qu'est-ce qu'il y a dit qu'on ne comprend pas. Je pleure. Je pleure tous les jours. J'ai peut-être fait 3 jours. Ah oui, j'étais devenu comme les squelettes. Je suis un homme bien costaud. Je suis à plus de 110 kilos. J'étais devenu comme les squelettes. Je pleure. Tous les jours, je pleure. Un passant. On a d'abord amené un premier malam, comment on dit, un marabout. Il est venu, il m'a regardé, il m'a dit que lui ne peut pas. Mais on me déplace pour aller voir son maître pourra, mais lui ne peut pas. Il est parti. Deuxième est venu, il a dit la même chose que non, lui ne peut pas, son maître peut. Le maître qui l'a fait, c'est encore quoi ça. Je pleure. Il y a quelqu'un, comme Dieu ne dort jamais. Il y a quelqu'un, un bamoun qui passait. Il est venu, il a cogné la porte. Il est ancré. Il dit à ma mère que moi je passais, j'entends les cris. Qu'est-ce qui ne va pas l'enfant? Ma mère me dit que son ventre. Il me regarde. Il dit que merde, c'est quoi ça? Et vous le regardez à la maison. Lui, il est en train de mourir. En tout cas, je vais voir ce que moi je peux faire pour lui. Ce bamoun, ce qu'il a fait, il me demande, il me touche. Il me dit, ça va? Je dis oui. Ça va pas. Il dit que c'est quoi? Je vais t'aider. Mais il faut que tu me dises la vérité. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un dans ta vie? Tu as versé le sang de quelqu'un dans ta vie? Je dis que non. Il me dit que si tu mens, le maire ne va pas donner. Si tu dis la vérité, le maire va donner. En l'instant là, il a coupé quelques feuilles de macabre. Il a encerclé une partie sur mon ventre. Il a pointillé avec la lame. Il a dit à ma mère que je vais préparer le combat. Mais pour l'instant, elle est stabilisée. Et net, qu'elle a fait ça. La chose qui voulait dans mon ventre arrêtait de bouger. Donc elle a stabilisé d'un coin dans mon ventre. La chose est calée là, ça ne bougeait plus. Donc le masque s'est arrêté. Elle a dit à ma mère que demain, je me prépare au combat. Demain, j'arrive. Ouais, demain, j'arrive. Ce que tu vas faire, elle dit ce que ma mère va faire. Tu vas préparer la pâte d'arachide. Tu vas laisser le baba se buller. Je viens reprendre ça après le vêtement. J'ai passé la nuit, j'ai dormi quand même. Mais dans la nuit, dans le rêve, c'est des combats pas possibles. Je te jure, des combats pas possibles. Laisse-moi vous dire que même nos familles, nos parents qui sont morts la veille sur nous, semblent arriver sur nous. Ouais. Les combats dans la nuit, pas possible. On me défend à gauche, on me défend à droite. La femme là, elle va souvent couper ma tête seulement. Bon, ce qui se passe le lendemain, il est revenu. Il est venu avec certains produits là. Il est venu, il a fait ce qu'il a fait, il a invoqué ses paroles, bon, et tout ça. Il a pris un produit, il m'a donné de boire. Il m'a pesé, il m'a donné de boire. Voilà, DMJTV. Je me suis levé donc, j'étais couché, je suis monté, tant que je suis monté en suspension, comme la magie, je suis monté en suspension. Je suis retombé j'étais dormi au salon, sur le canapé, tac. Je me suis levé là comme un robot, tac, en même temps. J'ai commencé à vomir en chiant. Je dis bien, je vomis en chiant. Je vomis, je chie. Je vomis, je chie. Il me regarde, il secoue la tête. Il me dit que non, ça va aller. Je vomis, je chie. Je vomis, je chie. Dès que un temps, il m'a donné un dernier produit, oui, j'ai bu. En même temps, dès que j'ai vomi, il y a un truc comme le scorpion. C'est sorti, il a arrêté, il a emballé 5 fois. Il a demandé à ma mère la pâte d'arachide. Il est parti sans tourner le dos une fois. Il est parti sans tourner le dos. Ouais. Une fois, il est parti. Il dit que ouais. Et laisse-moi vous dire, c'est calmé. Je me sentais, je me suis levé, ma mère me dit que merde. Je dis que oui, je me suis levé, je me sentais un peu. Là, j'ai commencé à manger, elle me fait un peu bruit, on commençait à manger. Comme notre porte a 2 portes, il y a une porte qui est par derrière qui mène aux toilettes, il y a une porte centrale. J'ai dit que j'ai chaud. Ma mère m'a positionné devant la porte qui va aux toilettes là, par derrière là. Elle a fait un petit matelas là, j'étais couché là. Donc tout le monde était un peu discret dans la maison. Comme ça allait déjà, tout le monde, chacun essaie un peu de s'occuper à faire quelque chose. Bon maintenant là, je suis encore dormi. Dans mon sommeil, je vois cette même femme avec 2 personnes, 2 gaillards.
C'est ce qu'elle me dit. On est venu te chercher. Que merde. Vous venez me chercher comment? Elle me dit qu'on est venu te chercher. Subitement, elle m'arrête la main. Moi, je parle des fois, elle m'arrête la main. Avec les gars qui vont me tirer. Vous savez qui je vois qui a mon pied? Mon grand-père et mon feu petit frère qui est mort. Mon grand-père m'arrête le pied. Mon feu petit frère après le pied comme le titi. Mon grand-père tue, la femme tue avec ses gars. Mon grand-père tue, la femme tue jusqu'à mon grand-père. Et mon petit frère a réussi à me tirer, me ramener dedans. Je me suis réveillé subitement. Et dit à ma mère me dit qu'elle croyait que non, je dois quitter à côté de la porte. Je quitte à côté de la porte. Je sentais mon bras me faisait mal. Donc c'est comme si d'abord mon bras me faisait mal. Je dis que mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Le lendemain, ce bienfaiteur est arrivé. Le bamoun que vous avez parlé en question de mettre le médicament. Il est arrivé, il me dit, ce que tu as vu dans la nuit là, moi j'ai vu ça. Mais c'est rien, je vais les montrer, je vais les faire. Il m'a donné un autre produit, il m'a dit, ça, tu vas mettre dans la bouche, tu vas mettre quelques gouttes dans l'eau, tu vas te laver après, ceci, tu vas te engraver, tu verras. Comme il a dit, j'ai mis dans l'eau, j'ai bu quelques gouttes, je me suis lavé avec. Je me couche, je dors le lendemain. Dans le sommeil, je vois comment cette femme est revenue avec ces mêmes garçons. Vous savez quoi, je me retrouve à main? La machette. J'ai une machette à main. Je suis debout bien portant. Ça c'est dans le rêve. Hein? Je suis debout bien portant avec la machette à main. Je suis en haut, elle est en bas. Je demande aux question, tu veux faire quoi? Elle me dit qu'on est venu te chercher. Elle n'a même pas fini la parole de chercher. J'ai commencé la course avec la machette. Je voulais la couper seulement. Elle est couru avec les jets comme j'étais en haut. Elle a commencé à partir en courant. J'ai poursuivi. Donc elle s'envolait seulement, non. J'ai poursuivi cette femme-là. Il est des temps de jeu que reviens encore. Tu vas voir ce qui t'est arrivé. Je me suis réveillé. J'ai commencé à... Je me suis réveillé comment? Donc c'est comme si je venais de passer ça là. J'ai commencé à sourire. Quand je me suis réveillé, j'ai dit que waouh. Elle me dit comment, explique à ma mère. Ma mère rit aussi. Le lendemain, mon bienfaiteur est arrivé, le bamoun que vous avez parlé. Il m'a dit, tu as vu ce qui s'est passé? Il m'a dit que oui. Il m'a dit que c'est bon, elle ne peut plus jamais revenir. Oui, elle ne peut plus jamais revenir. Elle ne peut plus revenir sur cette forme-là. Laisse-moi me dire qu'elle est revenue maintenant physiquement. J'étais dans ma conversation, elle était couchée au salon. Je m'ai couché au salon et ma mère étant fatiguée, tous ces jours qu'elle a veillé sur moi, étant fatiguée, vraiment, respectons le maman là. Étant fatiguée. La femme s'est ancrée maintenant physiquement. Et quand ma mère est fatiguée, elle me regardait qu'elle est vue, j'ai sauté. Il dit à ma mère que pardon, elle ne doit pas m'approcher. Que pardon, elle ne doit même pas m'approcher. Ma mère a demandé qu'elle recule un peu. Mais qu'elle reste un peu de côté là-bas. Elle dit à ma mère que comme ma mère est fatiguée, ma mère peut aller se reposer, se laver, se reposer, elle va veiller sur moi. J'ai dit à ma mère que je ne peux pas. Ma mère dit que là, c'est impossible, elle ne peut pas veiller sur moi. Mieux elle parte. Mais elle rentre chez elle. Elle a tourné que non, il faut le laisser, il a habité chez moi, je le connais. Ma mère a dit que là, moi j'ai dit que là, tu ne peux pas laisser, tu ne peux pas veiller sur moi aujourd'hui là. Ma mère a dit que non, aujourd'hui là, il faut laisser. Elle la fatigue, c'est mon fils. Il est porté pendant 9 mois, donc je le connais plus mieux que toi, donc il faut partir. Elle est partie. Je me suis rétabli avec tous ces médecins, mes médicaments traditionnels, je me suis rétabli. DMG, quand je suis reparti dans son quartier, donc tout le quartier sorti pour me regarder. Tout le quartier sorti pour me regarder. Les vieilles, non, les vieilles femmes là, les vieilles mamans que tu connais que non, elles sur au moins connaissent quelque chose. Donc elles quittent seulement pour me regarder que mais le gars c'est encore en vie. C'est ce qui s'est passé. Elle est partie chez elle, mon peu de choses qu'elle avait, elle a emballé. Elle a mis devant la porte. Elle a dit au quartier que je suis mort. Donc quand on m'a vu, tout le monde me voyait comme moi revenant. Que Lucas, c'est encore en vie. Oui. J'étais encore en vie. Je suis mon traitement jusqu'à tout définir. Maintenant, cette femme-là, les sorciers sont courageux. Maintenant, c'est que sa façon de m'affronter, c'est que quand elle me voit passer, elle m'appelle par derrière. Un jour, je me suis tourné vers elle et que tu sais quoi, le jour que tu vas encore m'appeler, je vais couper ta tête.
Donc ne m'appelle plus jamais quand tu me vois. Elle est partie, elle a sauvé, elle est partie. Jusqu'à ce jour, je suis resté en paix. Oui. C'est pour vous dire ceci que dans la vie, c'est pas à tout le monde qu'on peut faire confiance. Oui. Vraiment, cette histoire-là, ça m'a vraiment marqué. Et laisse-moi vous dire que Dieu que vous voyez là, ne simplifie pas Dieu. Il y a beaucoup qui disent qu'à Dieu, même sans que tu ne pries, Dieu te protège. Quand Dieu a un plan pour toi, il te protège. Parce qu'il sait que non, il a besoin que tu vas faire comme ça dans l'avenir. Même si tu le crois par lui. Mais un jour, tu vas croire en lui. Il te laisse le temps. Oui, en te protégeant. En fait, chacun va tirer aussi sa... Chacun a son point de vue. Vous savez que chacun a son point de vue, donc chacun va aussi voir, tirer le sort de cette histoire-là. Oui, mais moi, dis seulement, faites seulement attention. En tout cas, prenez soin de vous, DMG TV, partagez, likez. Bon, ça, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. J'espère que tout le monde va bien. Je vais aller un peu plus vite parce que apparemment il y a trop de plaintes comme quoi je vais pas assez vite. Bon, on va aller contre sa nature. Alors aujourd'hui c'est l'histoire de... Je vous ai dit j'avais trop d'enfants, trop d'enfants. Bref, c'est un garçon là. Il est déjà un monsieur, il faut que j'arrête d'appeler des petits garçons. Donc, il se balade avec le petit. Il va, en fait, on va l'appeler Didier. Bon, Didier va avec son ami. Il a besoin d'aller tirer 20 €, c'est la fin du mois. Bon, on n'attend pas grand-chose, on se dit qu'un petit 20 € quand même. Voilà. Quand il arrive, pour tirer 20 € avec sa carte, le distributeur lui donne 10 balles. Ça veut dire qu'il regarde, il voit qu'il ne peut pas tirer les 8 € restants, il y a eu des frais, je ne sais pas trop quoi. Finalement, il prend ses 10 € contrariés et tout, au moins 20 € m'aurait fait ma journée. Bon, ils arrivent à un carrefour. En traversant le carrefour, il y a 10 €. 10 € posés sur le carrefour, au milieu du rond-point. Le mec, il dit, bah voilà, je voulais 20 €, Dieu m'a complété avec 10 €. Son ami qui lui dit, écoute-moi, collègue, on sait très bien qu'on ne ramasse pas les trucs. Comme par hasard, 10 € qui te manquaient se retrouvent où? À un carrefour. Vraiment là, franchement, ne touche pas. On sait en Afrique tout ce qu'on dit, mais ouais, mais moi je m'en fous, je suis né ici, les histoires d'Afrique, du bled, et des superstitions et tout, à la mormon, superstition, né ici ou pas né ici. Mais il faut causer avec les anciens, il faut savoir, si tu ne sais pas, va sur Internet, je te dis, on ne touche pas. Même à la plage, là, nous, on voit des bijoux avec des pierres dessus, on ne touche pas. Si les petits rebeux, ils comprennent ça, quand nous, on leur parle, les petits gamins de 18 ans, maintenant, on leur parle, ils comprennent. Au pire, tu prends, tu vas donner au surveillant, là et tout, au cas où quelqu'un viendra reconnaître son truc. Le niveau de bijoux, de machin perdu sur la plage, là, toi, tu te manquais 10 € et là, il y a 10 € au carrefour, tombé là, voilà. Le vent l'a même pas emporté, hein. Il y a 10 €. 10 €. Il insiste, il prend les 10 €, il met dans sa poche. Ouais, viens, on va boire un coup. Le petit lui dit que tu vas boire ton coup tout seul. Je veux même pas participer à ça. Je veux pas être complice de ça, quoi. Prions le bon Dieu que ce soit un bon 10 €.
Mais vraiment en plein carrefour, c'est le carrefour où il y a tous les malheurs sur terre. Le mec il dit vas-y c'est bon. Et non, non, moi je prends ma route, je veux même pas être témoin, j'en ai assez vu. Bon, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de nouvelles pendant un moment, il n'y a pas de nouvelles. Écoute, 1 semaine, 2 semaines, c'est pas normal. Il appelle son ami et tout, qu'est-ce qui se passe? Depuis la dernière fois, je n'ai pas eu tes nouvelles. C'est quoi ton salaire? Tout est bon? Aïe, quand c'est bon, on n'appelle pas les potes. Il lui dit, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on se voie. Il dit, oh, vas-y, passe chez moi, je bouge pas. Son ami arrive avec des lunettes tout noires. Eh ben, écoute, c'est la nuit, t'es à la maison, là. Qu'est-ce que t'as avec tes lunettes? Il dit rien. Il vient, il lui pose une bouteille, tiens, il verse le verre. Il enlève ses lunettes. Les yeux sont enflés. Il lui dit, regarde mes yeux. Regarde mes yeux. Regarde dans quel état je suis. Regarde ce que je porte. Je ne me lave plus. C'est ma seule tenue. Eh, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu rigoles ou quoi? Et tu sais ce que ça m'a foutu? Tu sais ce que je viens de traverser? 2 jours après notre séparation, ma meuf, elle me fout dehors. On n'a jamais eu de problème. Et l'excuse, c'est quoi? L'excès de tromperie ou de cocufiage. Et mais depuis quand? J'ai pas le temps, moi. Je vais au boulot, je rentre normal. Comme par hasard, les réseaux sociaux où on est ensemble, les mon chéri, les machins, et qu'on ait bien mon téléphone, avec les petits mots, les petits cœurs que tout le monde envoie à tout le monde. Madame s'est accrochée à ça. Ou elle avait déjà un nouveau mec, moi j'en sais pas. Donc quand il rentre chez lui, après le boulot, parce que je pense que je peux le dire, les Uber là, les taxis, voilà. Avec sa voiture, il essaye de vivre sa vie, il gagne sa vie. Il gagnait sa vie comme ça. Ici c'est simple. Quand tu arrives, on a changé la serrure et ton baluchon est devant la porte. Ton petit baluchon. On te dit que le reste, on mettra ça dans un garde-meuble où tu prendras rendez-vous pour, voilà, au cas où tu deviens nerveux et que tu donnes les coups de poing, il faut que la police soit prête. Le mec, il a regardé sa copine. Il s'est dit que c'était une crise comme ça, mais quand même, c'était pas dans les cordes de sa copine de faire une blague pareille. Il a pris son baluchon, il l'a mis derrière sa voiture. Il s'est dit, il me reste ma voiture. Ça va passer, c'est une histoire de caprice de 2-3 jours, elle va bouder, c'est bon. Bref, entre parenthèses, elle n'a plus rappelé, c'est fini. Donc, 2e jour, sa meuf l'a foutu dehors. Le lendemain, on appelle pour dire que sa fille à Paris elle est à Paris, lui il est dans le sud, elle a fait un accident avec son scooter que lui-même a offert pour l'anniversaire à sa fille. Elle est là, elle est dans le plâtre à l'hôpital. Il ne peut pas y aller, il est dans le bordel, il se met à chialer, à culpabiliser, même parce que c'est lui qui a offert le scooter et tout. Il n'a pas fini de chialer que son beau-fils est décédé. C'est-à-dire le mari de la fille qu'il a eue, mais vraiment dans sa petite jeunette, quoi. Décédé de chez décédé. Il ne sait plus où mettre la tête. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est la semaine n'est pas finie. Hein. La semaine n'est pas finie. La semaine des 10 euros n'est pas finie, je vous dis. Hein. Alors, il se met à chialer. Il ne peut rien faire. Il se dit encore, j'ai encore mon boulot, ça va. Ma voiture, je travaille avec, c'est ma maison, on se débrouille. J'ai mes vêtements, je peux aller chez un pote, je me lave et je me change. Je cache un peu ma misère le temps que les choses passent. Il ne fait pas le lien. Hein. Sa voiture, il va bosser. Le 5e jour,
Il va pour prendre la douche et tout ça. Quand il revient, sa voiture a disparu. Sa voiture est partie à la fourrière. La fourrière. Avec tous ses vêtements, ses papiers, tout ce qui vont avec. Le mec, il est resté comme ça. C'était le pompon. Il n'avait même plus de quoi s'échanger. Même plus de quoi s'échanger. Même plus de quoi aller bosser. Donc, c'est mort. C'est mort. D'où il prend les sous pour aller prendre déjà la voiture à la forêt. Il s'est dit, c'est bon, ça fait beaucoup. Il a voulu déranger personne. Il a commencé à dormir dans les cages d'escalier. Il a commencé à dormir dans les cages d'escalier. Avec les vêtements, machin. Franchement, il se disait, je ne veux emmerder personne. C'est pas possible ce qui m'arrive. Je ne veux emmerder personne. Donc finalement, quand le petit l'appelle et tout, au moins il sait que avec lui ils peuvent parler, ils sont originaires quand même du même pays. Il revient, il lui dit, regarde ma gueule, voilà tout ce qui m'est arrivé et tout. Il y a de quoi la mâchoire se décolle, quoi. Je dis, ben, dis donc, poisse pour poisse, c'est le pompon, quoi. J'ai dit, ouais, je sais pas, je comprends pas. Il dit, écoute, tu te souviens des 10 euros? Ouais, mais quel rapport? Tu te souviens des 10 euros? Mais arrête de me parler des 10 euros, je te parle de ma vie, là. Et je t'ai dit quoi? Qu'on ramasse pas les sous, les bijoux, et qu'on arrive par terre. Et le pire, c'est que il te manquait 10 euros quand on allait au distributeur, tu voulais 20 balles. Tu as pu prendre 10 balles, il te manquait 10 balles. Et comme par hasard, on trouve 10 euros dans un carrefour, sur un carrefour posé là. Le vent, tout ça, machin. Non. Le billet de 10 euros, bien craquant comme ça, il t'attendait, il t'a fait ouh, c'est moi. Et toi, comme par hasard, t'as pris. Je t'ai parlé, je t'ai déconseillé, je t'ai pris tout ce que j'ai entendu du bled d'Afrique, t'as pas voulu comprendre. Ah ben voilà. Donc, au point où t'en es, tu devais commencer à prier et tout. Ah ben moi je sais pas prier, hein, je sais pas prier, moi je suis né ici. Bah tu es né ici, ça veut dire que tu sais pas prier. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas comment on prie. Aujourd'hui on peut savoir prier, ça ne veut pas dire réciter des trucs avec des chapelets. Parle à Dieu comme si tu parlais à ton père, vas-y. Mets-toi dans un coin, pleure, mets-y, mets le paquet. Mets le paquet, balance toutes tes conneries qui t'arrivent au bon Dieu. Ben sinon, tu as le téléphone qui te reste. Alors, tu vas sur YouTube, tu trouves le niveau de prière de ceci, de cela. Et au pire des cas, il y a des sommes. Il y a 150 sommes. Quand même tu mets ça, ça récite tout seul, tu médites dessus, sur les 150 sommes. Franchement, ça te fait une bonne douche, quoi. Ça équivaut à un lavage, quoi. Ça équivaut à un bain de prière. Vas-y, mets-toi à fond. Le mec, il se dit, ben, je sais pas par où. Arrête de dire, tu sais pas par où commencer, hein. Franchement, écoute, ta mère, elle est à Paris. Voilà, ta mère, au moins, elle est pas née ici, elle sort du bled. Alors, appelle ta mère, tu lui dis ça. Oui, mais, écoute, hein, quand ça va pas, on appelle sa mère. Même à 100 ans, on appelle sa mère. Les mères ont toujours des solutions. Appelle ta mère. Parce que ce qui te reste là, c'est de perdre ta tête. Au point où t'en es là. Dormir sur les cages d'escalier, je peux te dire, mon pote, tout le monde peut le faire. Beaucoup de choses t'attendent encore. Oui, mais j'ai peur, j'arrive pas, je fais des cauchemars. Je te dis, appelle ta mère, moi je te dis. Le mec, il a appelé sa mère après. Il a tout balancé à sa mère. Sa mère a dit, il n'y a pas de problème. On va résoudre ça. Je vais mettre ça en prière. Et il a dit à sa mère, oui, j'ai mon ami qui me disait que les prières... Son mère lui dit, mais il a raison, ton ami. Il n'y a que le bon Dieu. Qu'est-ce que tu veux que... Toi, tu croyais qu'on est là sur terre. Pourquoi?
On est là sur Terre, pourquoi? Le seul traitement de tous les maux, le médecin, tout ça là, le banquier, c'est le bon Dieu. Donc sa mère, l'église, tout ce qu'il y a sur Paris et tout, machin, elle-même, elle était une femme pieuse et tout, à fond la caisse. Elle a mis elle est partie en quatrième vitesse, hein. Elle a mis le truc, elle a mis à fond la patate, les prières, hein. Donc le gars, je peux vous dire que la poisse s'est arrêtée. Enfin, les couilles, toutes les couilles qui lui arrivaient se sont un peu arrêtées. Mais il continue à dormir dans les cages d'escalier, quoi. Donc quand un ami lui dit, viens chez moi, viens dormir sur le canapé, viens chez moi, viens prendre une douche, viens prendre des vêtements, il dit non. J'ai peur d'aller dormir chez les gens parce que je risque de contaminer ma poisse. Franchement, j'ai niqué ma vie pour 10 balles, pour 10 euros, j'ai niqué ma vie, quoi. Bon, on va au secours catholique, au secours populaire, à la Croix-Rouge, ils donnent des vêtements. Je dis, ben, j'ai honte, je vais juste à la soupe populaire. Il n'y a plus le niveau de honte, mon pote, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Il y a des riches qui sautent là-bas, qui dégringolent, qui se retrouvent à la rue, mais quand même, fais-toi propre, ils ont des douches et tout. Dis-moi, je me douche plus, les dieux ont voulu que je sois clochard, ah ben je reste clochard, quoi. Hein, je peux même pas aller au Pôle emploi, je peux pas aller à un rendez-vous, j'ai plus rien, je peux pas me présenter comme ça dans un bureau, je suis dégueulasse. Arrête de dire, va au Croix-Rouge, va machin, va te changer, va te laver, prends quelques vêtements, viens à la maison, coupe-toi un bain. Monsieur ne veut pas. Il dit qu'il va laisser la poisse chez ses amis, quoi. Et que vraiment, vraiment ces 10 euros là ont niqué sa vie. Si l'entité des 10 euros, c'était son but, mais tu aurais pu laisser ta tête et dire, bah, peut-être les prières de ma mère, hein. Si je suis pas mort, mais vraiment les 10 euros, si ça a voulu que je sois à la rue, clochard, bon, ben, je reste à la rue et clochard, quoi. Donc, il est encore là, il faudrait que ça lui passe, hein. S'il se décide pas lui-même à se lever et tout ça, peut-être il faut un choc pour qu'il se décide. Le pire pour lui, c'est sa voiture. Sa voiture, c'était son gagne-pain, sa voiture, c'est devenu sa maison, hein, il cachait un peu sa misère et tout, mais sans voiture, comment tu bosses? Sans voiture, tu dors où? Sans voiture, tu te changes où? C'est quand on te fout dehors? Pour 10 euros, il a tout perdu. Pour 10 euros, il a tout perdu, il a vieilli d'un coup. Moi, je peux vous dire, hein. 10 euros, ça fait quoi? À peine 6500 francs CFA. Faut rendre grâce à Dieu quand on a encore des parents. Le pire, c'est que le mec, il est là. Oui, ben moi, je suis né ici. Oui, ben les histoires d'Afrique. Oui, ben. Même les gens qui sont nés ici, ils savent. Ils font gaffe, c'est pas pour rien, ils prennent des porte-monnaies avec tout le pognon, ils vont laisser dans des postes de police. Ils sont pas cons, les gars. Ils sont pas cons. Ils sont pas cons. Tu prends un bijou comme ça, là, qui coûte cher. Oui, ça peut tomber et tout, même jusque-là. C'est à tes risques et périls, là, mon pote, hein. T'aurais pas touché ces 10 balles. T'aurais pas tout perdu. Je t'ai dit, c'était trop suspect, les 10 euros. C'était trop suspect et ça tombait trop à pic, quand même. Oui, je veux 20 balles, pape. Tu tires 10 balles, il te reste 10 balles. Si ce n'était que pour acheter le kebab, franchement, faut arrêter, les gars. Faut arrêter, quoi. Bah, écoutez, c'était celle d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pas trop parlé et que j'ai pas trop tardé. Merci, la famille. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Alors, bonjour, bonsoir à tous ceux qui reçoivent ce message, tous les auditeurs de DMJ TV. Et c'est encore une joie de venir faire ce vocal. Mais cette fois-ci, c'est pas moi qui ferai le vocal, mais c'est ma femme. Elle parlera un peu de l'histoire qui lui est arrivée, sa part d'histoire. Et
Donc, comme vous savez, partagez et likez pour faire avancer aussi cette émission, afin que chacun de nous soit au moins alarmé et préparé, de telle sorte que nous ne tombions pas facilement dans les griffes de l'ennemi. Merci. Maintenant, je vous passe à ma femme qui va raconter sa part d'histoire. Coucou, bonsoir frères et sœurs, bonjour frères et sœurs. Bon, j'ai dit bonjour, bonsoir, ça dépend de quand est-ce que l'émission va être, disons, le vocal va être écouté. Aujourd'hui, je viens vous raconter mon histoire. Ce qui m'est arrivé, vraiment, était, je peux dire que je peux surnommer, je peux donner ce titre-là, le miracle de Dieu. Parce que si ce n'était pas le miracle de Dieu, franchement, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler de cette histoire. Et donc, c'était en 2000. Je vais vous faire d'abord un petit briefing sur le début. J'étais enceinte de ma deuxième fille et j'étais en 7e mois. J'avais 7 mois. Et ma mère, elle avait un restaurant dans un autre quartier. Et donc, chaque matin, on se levait matin pour aller au restaurant et puis on revenait le soir. Et donc, ce jour-là, on avait emprunté le Gbaka, disons le transport en commun que chez nous, on appelle communément les Gbaka. Et donc, on avait emprunté. Et le chauffeur nous a laissé à un autre endroit, c'est-à-dire il ne nous a pas laissé à la destination prévue. Et donc, on a commencé, les passagers ont commencé à se plaindre. Et donc, dans le fait de se plaindre là, il a parlé mal à ma maman et moi, je voulais la défendre et il m'a porté un coup de pied dans le ventre. Et donc là, dans le ventre d'une femme enceinte, tout le monde a commencé à se plaindre et il a même été arrêté, envoyé à la gendarmerie et moi conduit à l'hôpital pour voir si l'enfant n'était pas en danger. Et Dieu merci, l'enfant n'était pas en danger. Par contre, lui, il a été arrêté et après, bon, ils ont dû plaider pour qu'il puisse être sorti. Bon, bref. Donc après, j'accouche tout et tout. L'enfant, elle avait moins d'un an. Et donc ma maman, comme d'habitude, on se lève matin, on va au restaurant et puis on revient. Donc ce jour, il y a un jour, elle devait voyager avec la petite. Elle dit, je pars avec la petite comme ça, tu as le temps de t'occuper du restaurant, toi et puis les filles, c'était les filles qui travaillaient pour ma maman. Et donc, ma maman n'est pas au village souvent pour les décès en famille, tout et tout. Et donc, ce jour-là, elle devait se rendre au village, mais la petite avait la diarrhée. Et donc, elle dit, bon, je vais reporter le voyage le lendemain pour voir si la diarrhée va se calmer, comme ça, on va partir demain. On va partir le lendemain. Et donc, on va au restaurant, comme d'hab. Et ce jour-là, il y avait un tonton qui était à la gare parce que le restaurant tombe sur la gare, au fait. La porte tombe sur la gare. Et donc, ce jour-là, il y avait un tonton qui était là, on peut dire, on parle tous de la même ethnie. Et donc, on se connaissait bien, c'était un tonton vraiment gentil. Quand tu le vois, franchement, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Franchement, l'apparence est trompeuse. On dit ça comme ça, l'apparence est trompeuse. Il était gentil avec nous. Donc, souvent même, je lui laisse la petite. Quand vraiment on est surchargé des clients. Et donc, c'est lui qui garde l'enfant. Et puis, après, je vais la chercher. Et donc, ce jour, quand nous sommes arrivés le matin, j'ai accompagné la petite. Et je l'ai accompagnée jusqu'à mi-chemin. Et donc, quand j'ai vu que le tonton avait tendu sa main pour appeler la petite, moi, je suis rentrée maintenant au restaurant. Maintenant, après, on a fini de préparer tout et tout. Avant que les clients n'arrivent, j'ai dit, bon, je vais voir ma fille. J'arrive vers le tonton. Je lui demande après ma fille. Il me dit, non, la petite n'est pas arrivée. Et que dès que tu l'as laissée, moi, j'ai reçu un client et donc je me suis levée. Il dit, mais aïe,
tonton, la petite était déjà presque arrivée vers toi quand moi je me suis tournée pour rentrer dans le restaurant. Et donc, c'est pas possible que elle n'est pas arrivée auprès de toi. Il dit non, elle n'est pas arrivée. Mais une petite fille, moins d'1 an, qui faisait à peine, disons, qui marchait pas bien, on peut dire, donc elle peut pas aller loin. Si quelqu'un l'a pas pris, elle peut pas aller loin. Donc, on a commencé à regarder un peu de gauche à droite, puisque à la gare, tout le monde nous connaît. Parce que père à son âme, mon père travaillait là, et donc tout le monde nous connaît ma mère, connaît moi, et donc l'enfant ne pouvait pas, à la gare même, tout le monde connaît l'enfant, tellement elle est bien pour télé, tout et tout, tout le monde jouait avec l'enfant, donc elle ne pouvait pas aller loin. Et on demande aux personnes à qui on connaît, ils disent non, on ne l'a pas vu, il y a d'autres qui disent non, on l'a vu avec le tonton, et lui il dit non, que lui, l'enfant n'est pas arrivé vers lui. Et donc, on était mélangés, on ne savait pas quoi faire. On s'est promené dans la gare, tout et tout. On ne voyait pas l'enfant. Et donc, maman, elle est partie au commissariat. Elle allait demander là-bas aussi. Ils ont dit non, il n'y en a pas eu. Ils ne sont pas venus déposer une petite fille ici. Donc, on a commencé les recherches. On a commencé les recherches jusqu'au soir. On ne voyait pas l'enfant. Et donc, ma mère, elle était obligée de retourner à la gendarmerie, disons au commissariat, pour faire la déclaration de perte. Et donc, elle a fait la disparition de perte. Excusez-moi mon français. La disparition de perte. La disparition. Si j'ai fait des erreurs, pardonnez-moi parce que franchement... et donc, elle a fait la dénonce et ma maman, il fait nuit, elle dit qu'on parte à la maison. Elle dit non, moi je ne vais pas. Je ne peux pas partir sans ma fille. La personne qui a pris ma fille, qu'il vienne me prendre aussi, parce que moi je ne peux pas partir à la maison. Elle dit non, allons-y parce que la gare c'est dangereux et donc si tu restes ici, c'est vrai, tous ceux qui sont ici nous connaissent, mais la nuit, tu ne sais pas qui. Donc, c'est dangereux, il faut qu'on parte à la maison. Et donc, vu tout ce qu'elle me disait, je ne voulais pas aussi rester. Et puis, demain, qu'elle ne va pas me retrouver moi aussi, ça va devenir encore 2 pertes. Ça va être vraiment difficile pour elle à surmonter. Et donc, elle a écouté et puis, nous sommes partis à la maison. On arrive à la maison, on annonce la nouvelle aux frères et sœurs qui étaient restés à la maison. Vraiment, on était tous dans un état déplorable. On savait pas comment. La petite qu'on partait à Djamé avec elle, on revenait toujours à la maison avec elle. Vraiment, elle était aimée par tout le monde. Donc, rentrer à la maison comme ça, sans elle, franchement, mes frères et sœurs, ils ne savaient pas quoi dire. Donc, ma maman, elle a dit qu'on parte voir sa mère spirituelle. On part voir sa mère spirituelle. Dès qu'on arrive chez elle, vraiment, je vous dis que Dieu est merveilleux. Parce que Dieu, il parle vraiment à ses fidèles. Il parle vraiment à ses enfants. Ceux qui ont donné réellement leur vie à Dieu. Dieu leur communique chaque jour. Et donc, on arrive chez la maman. La maman, elle souriait parce qu'elle savait déjà. Elle avait déjà reçu le message. Elle avait déjà vu la vision. Donc, ma maman, pourtant ma maman ne l'avait pas appelée en son temps. C'est pas qu'on pouvait se permettre des téléphones cellulaires comme aujourd'hui pour dire non, s'il y a un problème, je peux appeler quelqu'un facilement. Non. Et donc, on arrive là-bas, elle prie et puis elle nous donne la vision pour dire que la personne qui a kidnappé la petite n'était pas loin, que la personne est tout près de nous, que l'enfant elle-même va désigner qui l'a kidnappé. Donc, elle nous recommande de ne pas s'inquiéter, que l'enfant va être retrouvé. Et la personne qui a pris l'enfant a pris avec les mauvaises intentions, mais il ne va pas pouvoir faire quelque chose avec l'enfant parce que Dieu ne va pas permettre. Et donc, quand elle nous a dit ça, ça nous a un peu rassurés. Et puis, on est retourné à la maison. Le lendemain, on est reparti sur les lieux et on a continué les recherches. On n'a pas retrouvé l'enfant. Ma maman est retournée au commissariat et ils ont dit aussi qu'ils n'avaient pas encore vu un enfant. Et donc,
on était là, on continuait dans la prière. Et comme ça, l'après-midi, le commissariat appelle parce qu'il y avait un numéro fixe qu'on avait laissé. Donc, ils appellent, ils disent qu'ils ont retrouvé une petite fille qui ne savent pas si c'est ma fille ou pas. Et donc, ils ont retrouvé, on ne sait pas qui l'a déposé. La personne l'a déposé devant le commissariat, c'est-à-dire devant le portail. Et donc, eux, quand ils ont ouvert le portail, ils ont vu la petite qui avait vraiment fait du caca sur elle. Elle était vraiment sale. Et vu qu'elle avait la diarrhée, ça fait qu'elle a perdu du poids. Donc, ils étaient obligés d'aller acheter des pots, la laver de l'eau et la laver, acheter des nouveaux habits pour elle. Et donc, ils ont même mis poudre sur elle, tout ça. Comme en Afrique, quand on retrouve les enfants, on met poudre sur les enfants pour dire on t'a retrouvé. Et donc, ils appellent ma maman arrive là-bas et elle voit que c'est la petite. Vraiment, c'était la joie. Parce que si ce n'était pas Dieu, je pense que le diable allait terminer ce qu'il avait prévu. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et donc, on l'a retrouvée, la petite, et on l'a ramenée. Et comme la maman spirituelle avait dit que la petite elle-même allait désigner qui l'a kidnappée, effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, nous-mêmes, quand on l'a retrouvée, on l'avait carrément oublié la partie-là. Et donc, un jour, on était assises devant le restaurant. Il y avait une barrière. Il y avait genre une clôture bien fermée. On ne savait pas que le monsieur en question, le tonton en question, était assis derrière. Parce qu'il y avait les personnes, genre comme s'il écoutait, il était assis là pour nous espionner, pour voir ce qu'on était en train de dire. Mais l'enfant a soulevé une paire de chaussures et elle a lancé avec une force, franchement, je ne sais pas quelle force. Et la chaussure a sauté la clôture et allait taper le monsieur en question. Et lorsqu'il a tapé, la chaussure a tapé le monsieur, il a crié « Aïe! Qui m'a lancé la chaussure ?» Et il se lève, il lève la tête, il regarde l'autre côté de la clôture où nous sommes assis et on lui dit « Ah, désolé, c'est pas une grande personne qui a lancé la chaussure, mais c'est la petite qui a lancé la chaussure. » Et là, il ne savait pas quoi dire, il n'avait pas de mots, il n'a pas pu dire un mot. Il s'est retourné et puis il est parti dans son coin. Et c'est là, ma maman et moi, on s'est regardés et on s'est rappelé de ce que la mère spirituelle avait dit, que l'enfant elle-même allait désigner qui l'a kidnappé. C'est là qu'on a compris. Et plus tard, le monsieur, il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot et je l'ai rencontré un jour dans le quartier. Vraiment, il ressemblait à un clochard. Il ressemblait à un clochard. Il était devenu fané, bizarre, sale. Franchement, je ne l'avais pas reconnu. Pour dire que ce que je voulais donner comme conseil à mes soeurs, disons à mes frères aussi, faites attention. Parce que très souvent, je ne dis pas que tout le monde est pareil. Très souvent, nous avons des gens qui nous entourent, nous avons des personnes qui sont auprès de nous, qui voient l'étoile brillante de nos enfants et ils volent l'étoile de nos enfants. Souvent, ils peuvent même faire du mal à l'enfant sans que, en tant que parents, on ne soit, disons, au courant. Parce qu'on pense que ces personnes sont des bonnes personnes qui nous entourent, qui sont auprès de nous. Ah, tata, pardon, tu peux veiller sur ma fille. Ou bien, tonton, tu peux veiller sur mon enfant. Tu penses que la personne fait avec bonne foi. Or, la personne est en train de faire quelque chose de mauvais à ton enfant. Souvent même, peut-être l'enfant va disparaître comme ma fille. Elle s'est perdue. C'était pas que Dieu, on n'allait pas la retrouver. Tu vois. Et la personne va lever sa main comme ça, fiant, pour dire non, je ne l'ai pas vu. Pendant que c'est lui-même qui est en train de faire du mal à ton enfant. Et il est assis là, il te regarde tu es en train de pleurer, souffrir. Mais lui, au fond de lui, ça lui fait plaisir. Donc, faisons attention. Faisons attention. On n'a pas dit que, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont autour de nous sont méchants, mais faisons attention. Parce que les enfants, souvent, ils ne savent pas parler et donc, ils ne vont pas vous dire ce qui se passe. Si vous ne les demandez pas, ils ne vont pas dire. Aujourd'hui, ma fille, elle est devenue femme. Elle est à l'université. Et quand je la regarde, j'oublie souvent ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, quand j'ai écouté l'émission, cette semaine, je pense qu'on a parlé beaucoup des enfants.
et de dire, ben, tiens, j'ai mon histoire qui est là, que j'ai jamais parlé de ça. Et ça va me faire plaisir que quelqu'un écoute et que ça conseille aussi la personne c'est-à-dire ça attire l'attention aux gens de faire attention. Non, c'est ça. Vraiment, merci. Et Ok, merci DMJ, c'était tout. Au revoir. Partagez, likez, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire comme conseil. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Salut DMG, ce soir j'aimerais te raconter quelques histoires. Bon, disons, voilà. Et je vais te raconter l'histoire d'un marabout qui a l'habitude de basser les femmes ou les hommes seront le client qu'il a, qui se fait un jour basser par l'une de ses clientes. L'histoire est la suite. Et le monsieur a l'habitude de recevoir une dame pour qui il a l'habitude de faire des travaux. Et une fois, cette cliente est venue avec une copine à elle pour des rituels. Et le monsieur a commencé par courir après cette dernière, genre la dame l'intéresse et tout. Et a demandé à l'ancienne cliente de faire tout possible pour qu'ils puissent avoir quelque chose entre eux. Entre-temps, le marabout en question avait déjà 4 femmes. Donc, comme c'est quelqu'un qui a un peu les moyens et tout, et la copine de sa cliente aussi s'est intéressée, et la relation a commencé. Quand il a goûté au gésier, il a voulu faire demi-tour. Et comme la dame a remarqué, la dame a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc ils se sont entendus avec sa cliente, c'est-à-dire celle par qui elle a connu la petite femme. Et c'est la cliente qui est venue pour la voir, pour dire qu'elle a rencontré un monsieur et tout, et qu'il souhaiterait basser le monsieur. Et que elle veut que le marabout lui donne le médicament qu'il faut. Donc, sans rancune, le monsieur a fait le basse comme il a l'habitude de le faire. Il a donné à la dame. Et après, plus tard, la dame remet ce même médicament à sa copine qui sortait qui s'est mis en relation avec le marabout. Et cette dernière a commencé par injecter ça dans la nourriture du monsieur jusqu'à ce que le monsieur ait vraiment tombé fan. Il a épousé cette femme légalement après et bienvenue les problèmes. Quand cette femme est venue, il s'avérait qu'elle a commencé à son tour par aller voir d'autres marabouts dehors, histoire de réduire le nombre de femmes que le monsieur avait avant qu'elle n'arrive. Une crise de jalousie qui a commencé par s'emporter. Et dès que l'une de ses co-épouses tombe enceinte, c'est lui qui se débrouille jusqu'à ce que la grossesse tombe. Donc c'était récurrent. Et le monsieur a remarqué que depuis que cette femme est rentrée dans sa maison, que beaucoup de choses ont changé. Et ces 4 femmes qu'il avait ne s'entendaient plus parce qu'avant il y avait de l'harmonie dans la maison et tout. Ces 4 femmes ne s'entendaient plus, toujours c'est la bagarre, toujours c'est les histoires et tout. Donc un jour, le monsieur les a regroupés et les a dit que lui, il aime la paix. Donc, si quelqu'un parmi eux ne veut plus rester, que la personne peut prendre le portail, que le portail est grandement ouvert. Et la toute dernière, c'est-à-dire la copine de sa cliente qu'il a épousée, lui a dit, en tout cas, que ce n'est pas lui, c'est pas elle plutôt qui va partir. Donc, ils ont terminé la conversation comme ça. Donc, comme le monsieur, généralement, il a mangé lui-même sa propre basse, il avait beaucoup d'estime, beaucoup d'amour pour la toute dernière qu'il a épousée. Donc, cette femme-là, rien ne le touche. C'est là-bas qu'il mange, c'est là-bas qu'il fait tout. Entre-temps, sa cliente générale avait continué à venir et continuait de prendre le basse et donner au monsieur, que le monsieur mange. Donc, le monsieur est allé un jour à une cérémonie. Ils étaient en train de faire la cérémonie et il y a ce qu'on appelle les vaudous chez nous, c'est-à-dire un humain mais qui rentre en transe.
et qui faisait savoir monsieur de faire très attention parce que il a engagé lui-même le mal et que le mal va le détruire. Mais il n'a pas dit plus que ça. Ça a un peu réveillé son esprit. Et quand il est venu, il est revenu de la cérémonie quelques jours après, il a fait une portion de médicaments, de poudre noire qu'il a donné à toutes les femmes de manger pour leur protection. Quand chacun a fini de prendre, il les a dit voilà, qu'il se pourrait qu'il y a quelqu'un qui essaye de le tuer dans la maison ou qui injecte des choses dans sa nourriture pour qu'il mange et qu'il donne 3 jours à la personne. Si la personne ne se déclare pas, que la personne mourra simplement. Donc jusqu'à là, toutes les 4 femmes avant la dernière étaient étonnées parce que bon, on n'a jamais entendu ça avant l'arrivée de la dernière. Donc ok, comme la personne va mourir, il n'y a pas de problème. Qui n'a rien fait ne se reproche rien. C'est ainsi que la petite, la toute dernière, c'est-à-dire la copine de sa cliente qu'il a épousée, a commencé encore par courir dehors. Elle allait chez d'autres marabouts et tout pour aller faire des trucs pour que le médicament qu'elle a pris ne marche pas sur elle. Et elle est allée chez un certain monsieur qui est aussi ami à son mari, hein. Ils sont dans le même domaine. Et il a fait savoir au monsieur que et voilà ce qui arrive chez moi à la maison et notre mari nous menace qu'on va mourir nous tous. Le monsieur dit ok. Comme il y avait déjà une crise de jalousie entre les deux ne se parlaient plus. Pour quelle raison aussi, hein? Donc le monsieur, lui, il a trouvé une bonne opportunité de taper d'eau, quoi. Et c'est comme ça que lui, il a commencé par vouloir, soi-disant, aider la femme et a dit à la femme qu'il va lui faire un produit, mais que pour que le produit marche, il va falloir qu'ils couchent ensemble dans un cimetière. Et une fois que c'est fait, que ce que son mari a fait n'aura plus d'effet sur elle. La dame dit, mais il n'y a que 3 jours. Hein. Alors déjà, je me passé, il dit non, de ne pas s'inquiéter. Ils se sont donné rendez-vous un soir. Le monsieur dormait déjà dans l'une des chambres de sa femme, puisque c'est une grande maison à étage. Et donc, la dame, elle sort tranquillement et elle rejoint l'ami de son mari. Ils sont partis effectivement dans le cimetière, ils ont fait leur rituel, un cercle dans lequel ils ont fait l'amour, et près d'une tombe. Et ils ont fait ce qu'ils doivent faire. La dame est rentrée. Le matin, incapable, elle ne peut plus se lever. Ses pieds se sont enflés complètement. Le monsieur, mais tout allait bien jusqu'à hier soir. On s'est bien vu hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est là que le monsieur dit, bon, si tu ne peux pas te lever, j'appelle un médecin et tout pour qu'on voit. Et ils ont appelé un médecin qui est venu à la maison. Entre-temps, ils ont découvert que la dame avait un problème de tension. Tantôt, c'est du diabète, tantôt, bref, il n'y avait plus de maladie fixe. À chaque analyse, il y avait une qui disparaissait et un nouveau qui venait. C'est vrai qu'après les 3 jours, la dame n'est pas morte, mais elle est tombée malade et petit à petit, elle s'est paralysée. Et quand le monsieur consulte ses esprits, on lui dit que la femme doit se confesser. Sinon, qu'il n'aura aucune solution pour qu'elle s'en sorte. Donc, lui, généralement, ce qu'il les a donné à boire, c'était effectivement dans le but que si la personne ne parle pas, la personne meurt. Mais il a fallu que, peut-être 3 jours après, qu'il constate que sa bien-aimée est tombée malade brusquement. Donc, il a commencé par fouiller un peu spirituellement du côté de ce dernier. Mais partout où il partait, lui-même, il n'arrivait plus à comprendre. Donc, il allait chez d'autres personnes. On lui disait que cette dernière devait se confesser. On n'arrivait pas à trouver plus. Donc, un soir, il est rentré, il va voir sa bien-aimée, il dit, bon, ton état de santé, ça ne va pas, ça fait 1 mois que tu es au lit et je ne comprends pas. Donc, on dit partout qu'on pense que tu dois te confesser. La femme dit qu'elle n'a rien dit. Et que même si elle avait quelque chose à dire, qu'elle ne le dira pas. Que ce sont ses co-épouses
qui l'ont rendu paralysé par jalousie parce qu'ils savent que le monsieur l'aime. Bon, d'un côté aussi, le monsieur dit c'est vrai parce que depuis que tu es venu, l'ambiance a changé dans la maison, donc c'est peut-être une crise de jalousie. Et un soir, non, 2 ou 3 jours après cette conversation qu'ils ont eue, la dame a commencé par crier, c'est-à-dire sa dernière femme a commencé par crier dans la chambre toute seule. Et dans le cas dit, ils sont là. Le monsieur part voir, mais qui sont là? Entre-temps, le monsieur, il a perdu son père, il a perdu sa mère. Donc il dit que voilà son père et sa mère qui forcent l'entrée de sa chambre, ils veulent rentrer dans la chambre avec des bâtons, sous prétexte qu'ils vont la taper. Alors que chez nous, ici au Bénin, généralement, quand une femme commence par voir ça, c'est qu'elle a trompé son mari. Donc, le monsieur a compris tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le lendemain, il est allé voir celui qui l'a initié et lui a posé un peu le problème qui se posait dans sa maison. Et ce dernier s'est déplacé avec lui, il est venu dans la maison, ils ont balayé la maison, ils ont pris les ordures, ils sont allés pour faire les rituels qu'ils devaient faire. Tout s'est bien passé et dans la même soirée, la femme fait une crise, elle meurt. Et quand la situation est arrivée, ça dit la cliente du monsieur par lequel il a connu la dite femme a cessé brutalement de venir chez lui. Donc, lui-même, il prend son téléphone, il dit ta copine est décédée et tout, depuis qu'on l'a enterrée, je ne te vois plus, qu'est-ce qui se passe? La dame lui fait savoir qu'elle aussi, elle est très malade depuis un certain temps et que ça ne va pas. Donc le monsieur a trouvé ça bizarre. Ok, dis-moi là où tu es, je vais te rendre visite. Donc le monsieur part, généralement c'est sa cliente, il part avec des petits traitements pour aider la dame et tout. Et c'est là où la dame lui dit, bon, je vais te dire quelque chose. Et c'est comme ça que la dame a fini par se converser à ce marabout pour lui faire savoir que, et voilà, tout ce que tu me donnais pour aller basser, en vrai, c'était pas moi, mon mari, que je voulais basser, mais plutôt c'était ta femme défunte qui le voulait pour te basser, pour que tu l'aimes. Et après, il est allé voir telle personne, ils ont fait ça. Et que elle, quand elle a appris ça après le décès de sa copine, qu'elle est partie voir le monsieur pour lui faire savoir qu'il faudrait qu'il vienne, il a eu le voir pour lui en parler, pour que l'âme de la dame se repose en paix. Parce qu'à chaque fois qu'elle dort, elle voit sa copine venir pleurer dans ses rêves et que le monsieur l'a menacée. Effectivement, quelques temps après, elle a commencé par tomber malade et qu'elle ne sait pas à qui elle doit se confier. Donc, le monsieur a pris son sang-froid, il n'a rien dit, il a dit ok, c'est pas grave. Il a essayé d'aider la dame tel qu'il peut. La dame s'est retrouvée et aujourd'hui elle est à l'abri. Mais l'ambiance n'est plus la même entre eux, entre les deux. Jusqu'à aujourd'hui, le gars aussi n'a rien dit à son ami marabout qu'il est au courant de tout ce qu'il a fait. Et la morale dans l'histoire, c'est pour vous faire savoir une chose qui est quoi. Et sachez où vous mettez les pieds. Sachez où vous mettez les pieds, surtout quand vous êtes guérisseur traditionnel. Évitez de donner tout à tout le monde. Quand quelqu'un vient vous dire je veux ça, on lui donne ça, je veux ça, on lui donne ça. Ça a des conséquences. Parce que cette personne, par exemple, aujourd'hui, elle est décédée, certes, mais elle a détruit beaucoup de choses dans la maison du monsieur là. Pas envie de mesurer, de s'accaparer du monsieur. Elle a passé tout son temps à verser des trucs dans la maison pour faire perdre la grossesse de ses copines qui étaient là bien avant elle. Elle a vraiment chamboulé la famille du monsieur. Donc sachez manger et surtout évitez de vous rapprocher des amis, que ce soit des amis proches ou des amis ennemis de vos maris ou de vos amis. Quand vous avez un ami qui a un ennemi, évitez de fréquenter ce dernier-là. Parce que ce dernier peut passer par vous et faire du mal à celui qui veut atteindre à tout prix, qui n'a jamais pu atteindre. C'était ça mon histoire. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires.
Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.